Bonsoir amis de Pépitor, c'est Denis, on se retrouve comme toutes les semaines. Le petit disclaimer tout d'abord pour vous redire encore pour la énième fois comme d'habitude que dans aucun cas nous ne donnons de conseils. Ce sont juste des discussions entre passionnés de bourse. Et puis aujourd'hui, petite nouveauté, quelque chose qui m'a titillé. J'ai parlé avec Nicolas, ça fait presque 6 mois, un an qu'on parle avec Nicolas. Et Nicolas est le représentant en France d'un broker espagnol qui maintenant est reconnu dans toute l'Europe, qui s'appelle Darwinex. Et la spécialité de ce Darwinex, c'est de faire du copy trading. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé des ETF sur leurs meilleurs traders, ils leur allouent un capital, et vous pouvez prendre les mêmes positions que ce trader. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'était un peu pour vous expliquer un peu tout ça dès le départ. Et on retrouve Nicolas tout de suite. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Eh bien, très bien, merci. Bonjour Denis, bonjour à tous les viewers, ou je ne sais pas si on peut dire bonjour ou bonsoir, ça D'accord. dépend de l'heure que vous avez regardé la vidéo, comme on dit sur YouTube. Donc, Et en effet, ben, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais tu as plutôt bien résumé la situation. c'est quelque chose, moi j'avais déjà entendu parler, j'avais entendu parler ça par R2D2 qui à l'époque lui était intéressé avec le robot de faire un truc comme ça, puis finalement il l'a pas fait. Et puis c'est bizarre parce que quand on s'était rencontrés il y a 6 mois via Twitter, on avait discuté, ça m'avait bien matché, et puis c'était pas le moment parce que vous étiez en train de remettre en place la re-rentrée en France, hein, si j'ai bien compris. Et maintenant ça y est, donc vous revenez, mais enfin on discutera de ça un peu dans la deuxième partie de la vidéo. On va commencer tout de suite avec ton parcours, si tu veux bien, Nicolas, une interview un peu personnelle dès le début. Ça te dérange pas, hein? Non, non, du tout, D'accord. du tout, du tout. Donc toi, comment es-tu rentré dans le trading? Je suis rentré dans le trading par une porte un petit peu dérobée, puisque en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais. Alors, ça a été pas mal connu pendant un moment, mais c'était vraiment le tout début d'Internet, ce qu'on appelle toujours le MLM. Hein. Et en fait, à l'époque, je me suis trouvé à vendre un robot de Ouais, trading. ouais. Et ben, j'ai commencé à tout simplement me dire pourquoi je vendrais un robot qui fait gagner de l'argent à des gens, autant l'acheter moi-même. Hmm. Et donc, de ce fait, j'ai acheté moi-même ce robot et j'ai dû ouvrir un compte de trading. Alors, à l'époque, il n'y avait que le Forex de disponible. Et le premier broker retail que j'avais trouvé, c'était Alpari UK, qui n'existe plus maintenant, Mhm. depuis le franc suisse. Et je commençais comme ça. On était en quelle année Alors, là? On était en quelle année là? 1960, 2007, non, 2007. 2007, ouais. 2007. Et bon, ben, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis vite rendu compte des limitations parce que en réalité, c'est surtout, en fait, ça gagnait régulièrement de l'argent. Mhm. On va dire, si tu veux te donner un ordre d'idée pour comprendre un petit peu la logique, on va dire ça gagnait 50, 50, 50 tous les jours. Et puis un jour, ça a perdu. Mhm. Et ce jour-là, ça a perdu plus de 10 fois plus que ce que ça gagnait quand ça gagnait. D'accord. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème et que c'était un domaine où il y avait nécessairement quelque chose à faire, puisque Mhm. ça gagnait régulièrement, mais qu'il fallait creuser en fait. Mhm. Il fallait pas rester à la surface et donc il fallait creuser et qu'en creusant, on trouverait certainement une manière de pouvoir gagner régulièrement, même si des fois il y a des pertes, si on fait pas des pertes qui sont Mhm. 15 fois plus grosses que les gains Ouais. évidemment. Et donc ça m'a attiré tout de suite, donc j'ai commencé un petit peu à chercher. Et donc là on était en 2007. 2008, 2009, j'ai commencé le trading. J'étais toujours, ben, j'avais un emploi à côté, hein. Mhm. Euh, et en 2010, je pense que, enfin, en tout cas à l'époque, je pensais que j'étais fin prêt. Donc j'ai quitté mon travail pour faire que du trading. Et tu faisais quoi avant comme boulot? Il y avait un rapport Non, avec le aucun. trading? Moi, j'étais maître d'hôtel sommelier à la D'accord, base ouais, rien à voir alors. dans la restauration. Alors, il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est que quand tu travailles dans la restauration,
et que tu découvres le trading, c'est-à-dire que c'est deux mondes opposés. Il y en a un où tu travailles 18 heures par jour sans voir ta famille pour gagner. Alors à l'époque, le SMIC, c'était même pas le SMIC de maintenant, donc pour gagner pas grand-chose. Et de l'autre côté, tu as le trading où tu te dis, alors évidemment, tu as une vision fantasmée au départ, comme toujours, mais qui te dit, d'un autre côté, je peux rester chez moi, travailler quelques heures par jour et gagner beaucoup plus potentiellement que ce que je gagne actuellement, Ouais, tout en voyant mes enfants, etc., etc. Bon, bah, ça a fait qu'un tour hein, dans ma tête, si tu veux. Et ouais. puis, j'ai pris mon mal en patience parce que tu peux pas te jeter comme ça. Donc, j'ai resté deux ans, deux ans de plus dans mon travail pour pouvoir négocier une sortie avantageuse. Ouais, Et puis, je me suis lancé comme ça. Alors, d'accord. je te le dis tout de suite, les 3 premiers mois, j'ai eu un choc. Parce que quand tu te retrouves à devoir faire ton argent, alors surtout sans les compétences réellement, parce que à l'époque tu te croyais compétent, enfin je me croyais compétent, mais je l'étais pas du tout, Mhm. si tu veux. Et euh, et quand tu te retrouves confronté à la pression psychologique de devoir générer continuellement de l'argent pour payer en fait tes factures, etc. Euh, et ben tu as tendance à faire des bêtises. Le stress Ben, si tu veux, je sais pas, ça devait être le stress ou une espèce de conditionnement négatif, je sais pas, dans la tête, puisque je faisais exactement ce que je faisais auparavant, sauf que avant ça marchait. Mhm. Oui, Et le jour où j'ai arrêté de travailler, ça marchait plus, en ouais. fait. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas très bien marcher, puis d'un coup ça marche plus, donc il y a quelque chose à régler. Et je me suis remis encore une fois à bosser. Et bon, puis après, ça s'est amélioré, etc., etc. Mais les 3 premiers mois, j'ai perdu 35% de ce que j'avais mis initialement, et sachant que c'est 35% de la somme qui était allouée pour vivre. C'est-à-dire que, D'accord. c'est-à-dire que j'avais réduit mon potentiel de gain de 35%. Et, et là, je me suis dit, il y a un problème. Soit tu te remets en question immédiatement, soit à la fin de l'année, tu cherches un travail. Tu Mhm. vois, parce que... Mhm. Et puis finalement, ben, ce choc, entre guillemets, il m'a fait pas mal de bien, puisque je suis resté, en fait, vu que j'avais tellement peur, en fait, de continuer de perdre mon argent, que je me suis remis en démo pour retrouver un peu de sérénité pendant 2 mois. Ah, quand même, ouais. Et ces 2 mois, oui, mais tu vois, il vaut mieux prendre son temps que faire n'importe quoi, je pense. Et, euh, et avec ces 2 mois d'historique, je me suis rendu compte que ça remarchait. Mhm. En fait, tout refonctionnait plus ou moins correctement. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est dans ta tête et fais un effort. Il faut Mhm. travailler sur toi. Et d'ailleurs, le trading, enfin, surtout après une quinzaine d'années, tu apprends beaucoup, beaucoup de choses sur toi-même, en Ouais, l'occurrence, hein. ouais, ouais. Donc, c'est un peu une école psychologique, hein, Ah, mais de le toute façon, trading. tu traites comme tu es, hein. Moi, quand je vois tous les profils qu'il y a, les traders intraday, ben, c'est des gens impulsifs. Les traders swing long terme, c'est des gens qui sont bien préparés, qui sont sûrs d'eux que quand ils ont tout. Et on retrouve beaucoup les traits de caractère dans chacun des styles de training, dans la personnalité, hein. Exactement. Exactement. Et, Après, à chacun de se combattre aussi, c'est bien. Et peut d'apprendre à se connaître. Pas facile. Et tu étais sur le Forex à l'époque ou... et pourquoi le Forex? Pourquoi pas les actions? Parce qu'en fait, en France, l'investisseur et le trader lambda, il est plus attiré par les actions que par les indices, le Forex, les gold, les matières premières, tout ça, quoi. Sûr, c'est sûr. Sauf que moi, comme je te dis, je travaillais dans la restauration. Ce genre de choses, c'était pas quelque chose, si tu veux, auquel j'étais habitué. La Mhm. finance, le trading. D'ailleurs, déjà, quand tu travailles dans la restauration, il faut être honnête. Même à des postes qui sont, sauf si tu travailles dans des grands restaurants, où là, même à des postes un peu moyens, tu t'en sors pas mal. Mais la plupart du temps, l'investissement ne t'intéresse pas parce que déjà, tu n'y as pas accès. Mhm. Il faut comprendre que quand tu gagnes juste de quoi vivre,
C'est pas une question d'avoir de la culture financière, c'est que c'est pas un milieu auquel tu es Ouais, confronté, c'est un donc souci t'en as pas que. besoin. Ouais, ça, ouais. Ou Donc, t'y penses même pas, ouais. voilà. Qu'est-ce que Donc je vais c'est faire de mes quelque économies si t'as chose. pas d'économie, quoi? C'est ça? Si t'as pas Ouais. d'économie, ça ne t'intéresse pas parce que tu n'y as pas accès, tout Ouais. simplement. Et donc c'est un nouveau monde à découvrir. Et donc, c'était quoi ta question initiale, excuse-moi? Non, mais pourquoi le Forex et pas les actions? Ah oui, le Forex. Eh bien, parce que le robot que je vendais supposément s'appelait Forex Autopilote, en Mhm. fait. Et donc, moi, vu que j'y connaissais rien du tout en trading ou en action ou quoi que ce soit, le truc s'appelait Forex Autopilote. Il me disait d'ouvrir un compte chez tel truc. Moi, bêtement, j'ouvre un compte chez tel truc. Tu Mhm. vois, je suis la logique pour faire fonctionner le robot. Et, euh, et puis voilà, ça se fait comme ça. Donc du coup, j'ai commencé euro-dollar, pardon, euro-dollar, euro-yen, le câble. Mhm. Voilà, principalement les trois paires que je faisais D'accord. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok. Et après le Forex, t'es passé à autre chose ou. Ouais, après le Forex, je suis passé quand le quantitative easing il a commencé, quand Draghi il a commencé alors à l'époque, je crois que je sais plus si c'était en 2011 ou 2012, mais il y a toutes les banques UBS, etc. Je me rappelle d'un tweet, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai engagé vraiment un programme long dans le marché vraiment agressif. C'est qu'en fait, tu avais toutes les banques UBS, etc., qui suivaient le programme, hein, tout simplement, Mhm. de quantitative easing. Et donc, tout le monde, le marché n'était qu'acheteur, en fait. Mhm. Ça montait, montait, montait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bon, ben, si tu veux, moi, c'était à l'époque où je m'intéressais au futur et au carnet d'ordre. Et donc là, j'ai tout de suite switché en 2011. Je me rappelle plus de 2011 ou 2012, il faudrait Mhm. regarder. Mais au moment où Draghi a annoncé le grand programme de quantitative easing, là, j'ai switché complètement sur les bons du Trésor et j'ai fait que ça. Du Mhm. 2 ans, du 5 ans, du 10 ans. Alors, soit en directionnel, soit en spread, suivant les conditions de marché. Mais j'étais surtout en scalping, carnet d'ordre sur le 2 ans, 5 ans. Et le 10 ans, un tout petit peu trop volatile, si tu veux, par rapport à la taille de mon capital. Ah bah, Mais j'étais là-dessus. tu vas peut-être pouvoir répondre à une question qu'on me pose depuis 2 ans et que personne veut répondre. Comment on trade au carnet d'ordre? Parce qu'il y a pas mal de secrets et tout. Ah, là, c'est compliqué, si tu Ouais. veux que je t'explique C'est comment quoi? on traite au carnet Tu d'ordre. regardes un peu s'il est équilibré d'un côté et de l'autre, ou il y a des codes qui passent, ou comment ça se passe? Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur carnet d'ordre et il y a le facteur du flux, D'accord. ce qu'on appelle le tape. Hmm. D'accord? Il y a le carnet d'ordre et il y a le tape. Et après, évidemment, tu as tout l'environnement de marché, qu'il soit macro, Ouais. conjoncturel, et puis aussi technique. Donc, D'accord. quand ton marché il est baissier, tu sais déjà, en fait, que tu vas chercher des shorts. T'attends juste t'attends juste que le carnet remonte sur un niveau où tu vas trouver un cluster de vendeurs, Ouais. si tu veux. Et là, tu vas t'infiltrer entre la couche la plus épaisse et là où il n'y a pas de liquidité. Tu vas essayer de t'infiltrer entre les deux pour te faire exécuter et sortir Ah, d'accord. ensuite un ou deux ticks plus bas. C'est-à-dire que tu Euh, regardes où sont les gros, tu essaies de rentrer juste avant eux, quoi. Parce que tu. Voilà, Voilà. voilà, voilà. D'accord. Donc en fait, surtout sur les bons, c'est assez visible, tu as vraiment des barrières où tu as des 15 000, 20 000 lots dans le Mhm. prix. Alors, quand la barrière est saute, alors ça c'est pour ça que c'est compliqué de t'expliquer comment trader au carnet d'ordre. Ça dépend de beaucoup de choses, de la configuration. Parce que des fois, ces barrières-là aussi, c'est des barrières qui sont un peu fake. C'est-à-dire que elles sont là jusqu'au moment où l'ordre s'annule et le marché spike à la hausse, en fait. Et ça aussi, c'est des barrières qui peuvent être exploitées pour jouer pour au contraire jouer des breakouts plutôt que Mhm. de jouer des retours dans le prix. Donc, ça dépend du marché, ça dépend du flux aussi, euh, qui agresse, parce que tu sais, il y a les passifs et ce qu'on appelle les providers, fournisseurs de liquidités, ceux qui sont dans le carnet,
Et après, tu as les takers, ceux qui prennent la liquidité. Ouais. Donc ceux qui tapent C'est-à-dire dans le ceux qui carnet. achètent ATP et ceux qui mettent un cours à ordre, c'est ça. Voilà, Ouais. ceux qui tapent dans le marché, c'est eux, ils prennent la liquidité, tu vois. Donc eux, ils agressent le marché. Et après, tu as les passifs qui, eux, sont dans le carnet et qui attendent d'être exécutés. Donc si tu veux, c'est un jeu entre les deux de force, entre guillemets. Donc c'est à la fois le carnet, à la fois le flux. Et en fait, c'est un ensemble des deux qu'il faut arriver à un petit peu modéliser dans sa Mhm. tête et trouver des récurrences et te dire ça, quand, je sais que quand ça fait ça, par exemple, tu vois un gros ordre, tu sais que c'est un fake. Tu le Mhm. sais pas, mais tu le sais. Dans ta tête, tu le sais. Tu le sens, ouais, d'accord. Tu es Et, expert, oui. et donc, c'est un peu intuitif quand même. Il faut beaucoup regarder, il faut beaucoup observer. C'est pas comme de l'analyse technique où tu vas tracer des traits et grosso modo, tout le monde va avoir un peu le même trait parce que les plus hauts, ils sont toujours aux mêmes endroits. Là, c'est plus technique quand même. Mhm. Ok, Et c'est beaucoup plus rapide aussi. C'est-à-dire que là, tu vois, d'accord. faut faire tourner À le fond. cerveau à plein régime. Ouais. Voilà. Ok. Donc, tu as fait ça. Après, t'es rentré chez Darwinex tout de suite, hein, tu m'avais dit avant, ou t'as fait autre chose entre-temps? Et ben, à un moment donné, les taux sont passés négatifs. Ouais. Les taux sur les bons. Alors moi, j'ai commencé un peu à bugger à ce niveau-là. Et j'ai commencé à me mettre à l'envers. Parce que Mhm. je me suis dit, c'est pas normal, entre guillemets. Et j'ai commencé à perdre. Parce que au lieu de me mettre long, j'essayais de trouver des endroits pour me mettre short. Et ça passait pas, ça passait pas. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire autre chose. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir sur quoi j'allais commencer à travailler. En fait, c'est Darwinex qui m'ont contacté sur Twitter, puisque si tu veux, entre 2009, 2008-9 et 2014 même, je pense. Je pense que tu peux même retrouver des vidéos Mhm. à moi de 2014, sur les carnets d'ordre d'ailleurs. Mhm. Je faisais des lives, j'avais un petit blog, etc. Et T'étais j'étais plutôt Pépitor, quoi, en fait. Pépitor de l'époque, Ouh. quoi. Ouais, 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 ouais. Non, à l'époque, c'était plutôt Fabien, le pépiteur de Ouais. l'époque. Moi, j'étais un petit. J'étais juste un mec qui faisait du trading et qui avait un blog, si tu veux, à l'époque. Mhm. À l'époque, c'était pas comme maintenant où tout est marketé, tout est monétisé, tout est. À l'époque, il y avait plein de petits mecs comme ça qui démarraient, qui ouvraient un blog et qui avaient du public, en fait. Ouais. Parce que. Et on faisait tout ça gratuit. Il n'y avait pas tout était gratuit, on faisait ça pour le fun. Et, et donc, en 2015, c'est eux qui m'ont contacté par Twitter. Mhm. Ils m'ont vendu, entre guillemets, leur projet. J'ai dit, bah, écoute, ça a l'air très intéressant. Et je me suis inscrit comme client trader à la base. Et j'ai vu que c'était, en tout cas, la promesse, parce qu'à l'époque, c'était une promesse. Si tu veux, tout ce qui est en place aujourd'hui ne l'était pas. Il y Mhm. a 7 ans, il n'y avait rien. C'est-à-dire, même le concours, aujourd'hui, on alloue 10 millions tous les mois. À 10 l'époque, millions tous les mois, ouais. ouais, on alloue 10 millions tous les mois à 150 traders. À D'accord. l'époque, il y avait 10 000 euros en Tous les ans cash. à deux traders, non? Non, c'était 10 000 euros en cash, donc il Ouais. n'y avait pas d'allocation. C'était 10 000 euros en cash distribués dans les 5 premiers du classement. Et donc, tu arrivais premier, on te donnait 3 000 que tu pouvais dépenser, hein, D'accord. mais si tu veux, c'était vraiment tout petit et c'était la promesse de devenir ce que c'est aujourd'hui. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais en fait, c'est formidable. Moi, si j'avais commencé avec déjà cet objectif de pouvoir faire ça, pouvoir créer un fonds, pouvoir toucher des frais de performance sur des investisseurs, etc., eh ben, peut-être que ça m'aurait amélioré, peut-être que, et pas que moi, quand je vois le nombre de gens avec qui j'ai pu discuter en 15 ans et que j'ai jamais revu parce que 80% des traders particuliers, tu connais le disclaimer, Ouais. eh bien, qui fait qu'en 15 ans, tu as une rotation énorme. Et en fait, tu te On l'a dis, bien vu en 2020. En 2020, on a eu une pique d'entrée. Je crois que les brokers ont fait bah voilà, 600%, si je dis pas de bêtises, hein. Et là, on est retombé avant la crise, hein. Avant la crise. voilà. Avant le Covid, hein.
Ouais, bah parce qu'il y a eu beaucoup de hype aussi sur crypto et les actions US en 2020. Mais voilà, donc Ouais. moi je leur ai dit, ce truc-là c'est vraiment génial. Et si vous voulez, moi je connais un petit peu des gens, je connais pas mal de gens en France. Et je vous traduis le site, etc. Et puis je commence à faire un peu de networking, tu vois. Mhm. Et donc ils m'ont dit, ok, vas-y, on fait ça. Et j'ai dit, ben, bon, allons-y alors. Et donc, on est parti comme ça. Et puis aujourd'hui, ben, tu vois, je le fais toujours. Voilà, après, t'es allé, parce que Darwinex, c'est des Espagnols, hein, donc t'es allé à Madrid, enfin, etc. T'as travaillé pour eux après en Asie, c'est ça aussi, si je dis Non, pas de non, non, en bêtises. Asie, moi, je suis parti pour moi. D'accord. Si tu veux, c'est-à-dire que moi, quand je voyage, j'ai toujours un côté business quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis parti en Indonésie et que je vois quand je vois les infrastructures, je vois les Ouais. magasins, tout de suite, je pense à des choses Ouais. qui peuvent se Moi, je faire, suis qui peuvent se pareil. développer, des idées intéressantes, des choses qui manqueraient ou des choses peut-être qu'ils aimeraient ou qu'ils aimeraient pas enfin voilà. Et donc moi, je suis parti en Asie, c'était surtout pour avoir un peu une vision, tu sais, pas fantasmer des choses. Parce que quand tu vois les choses de loin, tu les vois toujours d'un angle biaisé. Et or, quand tu te déplaces et que tu vas vivre avec les gens, tu sais vraiment ce que c'est. Ouais. Et Ouais. je voulais voir ça. Et aussi, j'avais quelques contacts aussi euh, qui travaillent un peu dans le milieu. Mhm. Et donc, voilà, je voulais juste discuter avec des gens, voir un peu comment ça se passait, comment les gens vivaient, leurs habitudes, euh, qu'est-ce qui est tendance chez eux. Par exemple, quand je suis parti à Taïwan, une chose que j'ai découvert, pardon, euh, c'est que à l'époque où nous on avait dans nos librairies 50 nuances de gris en Mhm. best-seller, là, tu vois. Mhm. Bon, ben, quand tu vas à la plus grande librairie de Taipei, le best-seller, c'est apprendre à programmer en Python, tu vois. Donc là, Ah on est ouais. dans un autre délire, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire Donc, technologie, quoi. Ouais. moi, quand j'ai vu ça, tu vois, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire. Surtout que leur marché, il est pas mature du tout. Donc, il y a énorme à faire. Et donc, moi, je suis parti là-bas un peu pour voir, si tu veux. Mhm. Voilà. D'accord. Sinon, je suis parti en Espagne, 2018-2020. Et bon, bah là, j'ai travaillé au sein de la structure Darwinex, pas pour la France. Et Mhm. après, je suis revenu en 2020. D'accord. 2020, reprise du trading et reprise de la France. Même D'accord. si on a eu un petit délai parce que entre-temps, il y a le Brexit qui s'est glissé. Et donc, il a fallu changer toutes les licences, etc. Enfin, en tout cas, on prend des licences additionnelles. Qui fait que du coup, bah, jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas trop se permettre de parler D'accord. publiquement. D'accord. En tout cas en France, en tout cas en Europe. D'accord. Donc maintenant, ça y est, c'est bon, les licences en France sont prises et tout est bon, alors, ouais. Eh bien, on a une licence en Espagne donc, qui nous donne le passeport MIFID et qui donc, de facto, te permet de communiquer en Ouais, France et ouais. dans les pays de la zone de l'Union européenne. Super intéressant cette petite conversation sur ta vie personnelle. On va un peu maintenant parler de Darwinex. Alors, explique-nous un peu comment ça marche pour suivre les meilleurs ou pour être un des meilleurs pour que d'autres traders nous suivent en fait. C'est du copy trading en fait. Euh, c'est du copy trading, mais un peu plus évolué. C'est-à-dire que D'accord. dans le copy trading, tu vas avoir un compte de trading, et puis il y a le compte de trading émetteur du signal, et il y a le compte de trading receveur du signal. Le compte de trading qui reçoit le signal, il va recevoir sur sa plateforme les positions du trader. Ouais. Donc, en fait, tu as accès gratuitement à sa propriété intellectuelle, grosso modo. Ouais. Ce qui te permet très bien de dire, par exemple, moi, je vais investir 1000 balles sur ce mec, tu récupères les trades, et puis tu copies ses opérations avec un autre compte à 1 million, et comme ça, tu payes le mec que sur 1000, alors que Hmm. toi, tu fais des profits sur 1 million. Hmm. Donc, autrement, cela, c'est que
c'est que si tu donnes accès au trade, il y a aussi des gens plus ou moins bien attentionnés qui peuvent repackager ça et le revendre. Hmm. C'est-à-dire que le mec va utiliser ta propriété intellectuelle pour lui-même émettre un signal sur lequel il va gagner de l'argent. Mhm. Et donc, si tu veux, ce que nous on fait, c'est que on va créer un produit d'investissement. Alors, c'est pas tout à fait un ETF, mais ça fonctionne comme un ETF. Euh, c'est un produit d'investissement qui va répliquer la stratégie de trading du trader, Hmm. mais qui va pas donner accès aux investisseurs au panier que compose D'accord. l'évolution de l'indice. C'est-à-dire que tu vas le voir en temps réel, donc tu peux le consulter en temps réel évoluer, l'indice, mais tu ne vas pas savoir ce qu'il y a dedans, si c'est de l'eurodoll ou du CAC 40 ou peu importe. Donc, si tu veux, c'est le cœur, c'est ça. D'accord. C'est recréer ta performance à toi à travers un indice. Cet indice qui est investissable. Voilà. Ah, c'est-à-dire que par exemple, Ricardo, lui, c'est les PTDR, des pépites de Ricardo, son indice, par exemple. C'est-à-dire que lui, ou David Ronan, ou Michael Landreau, même s'ils ne sont pas chez toi, par exemple, si eux, euh, à chaque fois qu'ils achètent quelque chose, ça réplique dans l'ETF. Dans Ouais, la pseudo-ETF, pardon, excuse-moi. ouais. C'est-à-dire que en fait, toi tu vas investir 1000 euros sur un trader et quand il va envoyer un trade dans le marché, toi tu vas aussi envoyer un trade dans le marché. Sauf que tu vas pas voir quel est ce trade, tout D'accord. simplement. Ok. Ce qui permet ben, tout simplement aux traders de monétiser leur savoir-faire. Parce que s'ils disent à tout le monde ce qu'ils font, D'accord. enfin, je veux dire, si toi tu me dis ce que tu fais, j'ai aucun intérêt de te payer derrière. Ouais. Alors que si tu me le dis pas et que tu me montres tes performances et que tu me dis voilà ce que je peux te faire gagner, là c'est différent. Je vais te investir sur toi et tu vas attendre évidemment de toucher une rémunération pour ça. D'accord. Donc vraiment Parce que les traders qu'on suit, eux, ils sont rémunérés par rapport à ta perf ou quoi? admettons que moi j'ai un indice sur Darwinex et Ouais. que toi tu investis 1000 euros et Là, je te fais à partir du moment de ton investissement, je gagne 1%. C'est-à-dire mon indice monte de 1%. Et bien toi, tu vas gagner 1% des 1000 euros que tu as investis, moins les frais. Les d'accord. frais qui sont pour l'investisseur. Alors, en l'occurrence, les frais de l'investisseur, c'est 20% sur la performance et 1,2% de frais de gestion annuels qui D'accord. sont, euh, qui sont collectés au prorata, jour après jour. Et donc, le trader, lui, il touche 15% 15% des profits. Donc, en l'occurrence, toi, tu auras gagné 10 euros et moi, je vais toucher 15% des 10 euros. D'accord. 1,50 Voilà, €, ok. Hmm. ça se fait tout simplement. Donc, à chaque fois qu'un trader génère des profits pour l'investisseur, il prend 15% de ses profits, D'accord, ok. Ok. tout simplement. On regarde un peu ça sur des exemples, Nicolas? Eh bien, Si tu on partages peut ton écran. regarder ça. Alors, ah oui. Donc, voilà un peu la plateforme Darwinex, c'est ça, hein? Alors là, on est un petit peu sur la page d'accueil où on va pouvoir explorer toutes les sortes d'ETF que nous, on a regroupées on a créé des filtres prédéfinis, si tu veux, pour aider les utilisateurs qui connaissent pas encore tout à fait Mhm. l'univers à se diriger. Donc là, on a, si tu veux, un filtre avec les Darwin qui sont essentiels, on les a appelés comme ça, donc c'est les Darwin les plus sécures entre guillemets C'est sur les plus lesquels tu sécures, vas. c'est ceux qui gagnent le plus ou les plus suivis ou ceux qui ont le plus petit drawdown? Ah, eh bien justement, ça s'appelle Darwinex, c'est pas pour rien, c'est que en fait les plus suivis sont ceux qui gagnent le plus d'argent et sont D'accord. ceux qui sont les plus réguliers et sont ceux qui sont etc etc. Mhm. Donc en fait tous les Darwin que tu vois ici qui ont le plus de capitaux, c'est les Darwin qui ont forcément le meilleur track record, la meilleure stabilité, la meilleure Ok. performance. Ça, Puisque c'est si tu le capitaux qui sont mis dans la pseudo-EDF, hein, c'est pas ETF, hein, c'est pas le capital du trader. Ça, exact. Là, d'accord. si on va sur le THA, celui-ci, on peut voir qu'il a 5 700 000 dollars
d'investissement répartis sur 139 investisseurs. D'accord. Et alors ça, c'est les investisseurs tiers, c'est-à-dire comme toi et moi. Mais en plus de cela, nous, on a un concours, tu sais, dont je t'ai parlé un peu plus tôt, Ouais. qui alloue 10 millions à 150 traders. Et donc là, si tu veux, on a deux cases. On a ici les investisseurs tiers et on a ici l'allocation Darwinia. Donc Darwinia, c'est le nom de la compétition qui alloue justement ces 10 millions à 150 traders. Et donc on peut voir qu'il a 5,7 millions sous gestion d'investisseurs tiers et plus 405 000 euros sous gestion de notre part. D'accord. Et comment Donc vous les ici, on peut choisissez, voir, ces 10 millions de dollars? C'est sur une certaine période, celui qui fait la plus grosse perf ou... alors les investisseurs tiers, c'est eux qui prennent leurs propres décisions par rapport à leur analyse. Si tu veux, ici on a plusieurs niveaux d'analyse de la stratégie. On a la corrélation au marché, la stabilité du risque, etc. Tout ça, ça va nous donner un score que l'on peut voir ici. Tu vois, le Darwinex score. Et en fait, ce score, il va, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, en fait, il va te donner la confiance statistique qu'on peut avoir sur cette stratégie. À savoir que 77, ici, ça va refléter un petit peu le pourcentage de chance que ce qui a été produit par le passé continue dans le futur. D'accord. Donc 77,9, sachant que la note est sur 100, c'est plutôt un très bon Darwin. Et donc, si tu veux, tu vas pouvoir sélectionner les Darwin, étant donné que ce score compile à la fois la qualité de la courbe du Darwin, mais aussi différents facteurs qui sont analysés ici dans ces 12 facteurs. Eh bien, si tu veux, les investisseurs vont simplement au départ trier avec le score, puisque un Darwin qui a 30 de score, ça veut dire que soit il n'a pas assez d'expérience pour que ce soit pertinent, soit il est mauvais quelque part, soit, en tout cas, tu vas pas investir sur quelqu'un qui a 30 de score alors qu'il y en a un autre à côté qui a 80. Tu vois, c'est pas. Donc le premier critère, en fait, ça va être celui-là pour aider un petit peu les investisseurs. Et c'est aussi le critère qui va servir nous pour allouer les 10 millions. D'accord. Donc c'est ce score en fait qui est un peu un indicateur de la qualité de la stratégie sur le long terme et qui va permettre à la fois à Darwinex et aux investisseurs d'allouer leurs fonds. C'est-à-dire que par exemple, lui, THA, il a un drawdown max drawdown de 13,85 Ouais. et sa performance annuelle ou comment ça se passe ou... Alors, sa performance annuelle, tu vois qu'il a 1, 2, 3, 7 ans d'historique. Ouais. Bon, Quand tu même. vois, il y a des années meilleures que d'autres, mais grosso modo, il fait 20% à l'année. Ouais. 20% à D'accord. l'année. Voilà. Donc là, il est à 546%. 546% depuis 2015. D'accord, 7 Alors, ans, ouais. ce qu'on peut regarder aussi, c'est combien il a fait gagner aux investisseurs. Donc ici, on va regarder, en cliquant sur le nom du bonhomme, ici, on va regarder donc ce qu'il a empoché. Donc ça, c'est 272 453 euros. C'est les gains provenant des 15% qui gagnent sur le profit des investisseurs. Donc après, tu fais le calcul, ça te donne combien il a fait gagner aux investisseurs. Et tu peux voir que, en l'occurrence, ce trader-là, il a un compte qui, je pense que son compte doit être à un peu plus de 10 000, quelque chose comme ça. Voyons voir, oui, c'est ça, il est au-dessus de 10 000. Donc les capitaux propres du trader, ils sont ici, là, tu vois. Voilà, ça c'est les capitaux propres du trader. Et donc tu vois, lui, il a un compte à 10 000. Alors, si c'est plus de 10 000, c'est pas écrit, donc peut-être c'est 50 000, j'en sais rien, mais voilà. Et donc tu vois, avec ce compte-là, depuis les plusieurs années, il a généré cette somme. D'accord. Et tu peux voir que tous les mois, en fait, tous les mois, il est payé. Tous les mois, il est payé.
Euh, et puis certains mois très bien payés. Au mois de mai, 15 000 euros. La vache, mais en ce moment, tout le monde est en train de prendre l'eau et lui, c'est maintenant où il fait ses plus grosses perfs, quoi. Exactement. Et ça, c'est un point qui est intéressant. C'est Ouais, que, regarde par exemple ces Darwin là essentiels. Tu vas voir que en fait, il n'y en a pas un qui perd. Alors ouais. que tous les marchés sont en baisse et tous les investisseurs ils sont collés, ceux qui sont par exemple sur ce Darwin, euh, je veux dire, ils n'ont jamais fait une année, Ouais, si peut-être en 2015, mais sinon, voilà. ouais. Et ça c'est très intéressant parce que tu peux très bien avoir un portefeuille d'ETF avec des actions et je ne sais quoi et Mhm. rajouter des Darwin dedans pour un investisseur classique qui va laisser porter des investissements. Regarde, ce mec-là, peu importe à quel moment tu investis sur lui, tu investis en janvier, tu sors en décembre et tu as toujours gagné un peu d'argent. Hmm. Donc, En fait, c'est ça, comme un c'est. robot de trading, mais la seule différence, c'est qu'en fait, c'est un humain qui est derrière, quoi. Ou pas, d'ailleurs, ouais. Ou pas. Ou pas, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si on peut prendre un autre exemple, ce trader-là, c'est un humain évidemment, mais qui lui programme des algorithmes de trading. Mhm. Et donc, si tu veux, tout est 100% automatisé. C'est du scalping 100% automatisé sur l'eurodoll. Tu vois, ça marche très très bien aussi. Et c'est pas forcément des humains, ça peut être aussi des programmeurs, D'accord. comme celui-ci, tu vois aussi. Celui-ci aussi, tu vois, qui a 4,5 millions 5 sous 75%. gestion. Ouais. 4,5 millions sous gestion, pratiquement 5, parce que si on rajoute le concours. Donc voilà, tu Ouais. vois, et tu vois bien que finalement, cette période, elle n'est pas tant mauvaise que ça pour la plupart des bons traders chez nous. Ah, parce que nous, en fait, enfin, sur la chaîne, les actions, ou même sur le robot avec qui on collaborait, etc., c'était plutôt des suivis de tendance. Et vu qu'il n'y a pas de tendance en ce moment, c'est vrai que ben, si on rentre en tendance, eh ben, on se fait un peu déchirer actuellement, hein, ouais. Avec la volatilité, tout ça. Mais c'est vrai que le scalping actuellement, c'est bien. Et là, ça te permet de trouver vraiment celui qui marche en ce moment. Mm. Ben, le mieux, c'est d'avoir un petit mix, c'est-à-dire tu choisis deux, trois traders qui te semblent pertinents et performants, et puis chacun a peut-être une méthodologie différente. Par exemple, celui-ci là, le SYO, c'est pareil, c'est algorithmique, mais c'est plutôt du swing trading. Ouais. Euh, alors que le Ça, tu le sais parce que ERQ, tu le connais ou tu le sais parce que c'est marqué quelque part sur sa fiche? les deux, c'est-à-dire D'accord. que c'est un trader qui est quand même depuis longtemps chez nous. Ouais. Euh, et, euh, et en l'occurrence, là, il le dit, bah, toi, tu connais mieux l'espagnol que Ouais. moi, mais il te dit que il fait du trading algorithmique depuis 2001 Ouais. et c'est des stratégies de suivi de tendance et de contre-tendance. Ouais. Euh, mais c'est pas du scalping. Ce que je veux dire, c'est que si tu regardes, parce qu'on a quand même des statistiques très avancées, disponible. Si tu regardes, tu vas voir que la durée moyenne d'un trade, c'est à peu près 2 jours. Mhm. Donc, on n'est pas vraiment dans du scalping. Pourtant, ça reste très performant. Et celui qu'on a vu juste avant, là, le ERQ, celui-là, c'est du scalping. Et tu vois qu'on a un comportement qui est quasiment pareil. Bon, là, évidemment, on a une petite perte, mais bon, comme tu peux le voir, ça arrive de temps en temps, c'est normal. Euh, Ah, mais c'est bien parce mais qu'en fait, voilà. tu fais ton portefeuille par rapport à plusieurs ETF et tu peux prendre des scalpers, des moyens Ouais. termistes, des courts termistes, hein. Et puis tu peux prendre et puis tu peux prendre aussi alors c'est pas forcément précisé, à moins que la personne le précise sur son profil ou qu'il donne accès à ses trades a posteriori, c'est-à-dire que tu verras jamais les trades en temps réel, mais tu peux les voir à 3 jours de décalage pour être sûr que personne peut copier Mhm. le trader. Et donc tu peux aussi mixer les traders par rapport à si tu sais que celui-là traite fait du scalping sur l'eurodoll, peut-être que tu veux prendre un autre mec qui va traiter des ETF sur du long terme, par exemple. Mhm. Donc, tu vois, tu peux mixer à la fois les comportements, mais aussi les instruments. À savoir quelqu'un qui va traiter des actions, quelqu'un qui va traiter des futurs, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on fait tout. On fait les futurs, les actions, Forex, CFD.
tu peux traiter sur la plateforme d'Interactive Broker. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un panel de traders et d'actifs qui font que le potentiel il est quasi infini, si tu veux. Après, c'est juste de la recherche, et puis c'est juste de la recherche individuelle, et puis une bonne allocation, une bonne gestion de son portefeuille. Mais si tu choisis 2, 3, 4 bons Darwin et que tu laisses porter ça sur un an, bon, tu vois bien que les chances, les probabilités que tu sortes avec un rendement positif sont quand même assez élevées. Sans que ce soit garanti, mais c'est quand même assez élevé. Okay. Donc c'est toujours intéressant d'allouer une petite poche à ce genre d'actifs alternatifs. Ouais, bah, c'est mettre un peu de... trader une partie à soi et puis laisser trader une partie aux autres, quoi. Que les autres tradent une partie. Parce qu'après, si toi, tu peux avoir une mauvaise passe, c'est bien aussi d'avoir une autre approche et une autre activité. Ouais. On peut voir les derniers trades passés, par exemple, sur... tu connais, par exemple, un qui trade manuellement ou les derniers trades d'un Darwin, c'est ça? Ben écoute, là, si tu veux, tu as un onglet ici, stratégie sous-jacente, où en fait, tu peux voir tous les trades. Alors là, c'est un petit peu compressé, mais si on le décompresse, voilà, ici, tu vas voir ici tous les trades qui sont ouverts par le trader avec le levier associé. D'accord. Ah, question, oui, justement, le levier, c'est-à-dire qu'en fait, l'ETF prend le money management du Darwin. Alors, ça, c'est un point qui est intéressant à développer, bien qu'un peu technique. C'est que si tu veux, tous les ETF sur DarwinX, tous les indices Darwin. Ouais, les indices, on va pas dire ETF, c'est pas des ETF. Ouais, tous les indices Darwin sur DarwinX, en fait, ils sont tous distribués sur le même niveau de risque-rendement. Disons, de volatilité, pour faire simple. C'est-à-dire que ils ont tous le même risque statistique mensuel, à savoir 6,5 par mois. Donc, peu importe le risque qui va être utilisé par la stratégie, l'indice Darwin, il va répliquer la stratégie, mais sur un risque ajusté à son benchmark. Avec un 6,5 de ton capital, tu veux dire? Non, c'est le risque de perte. C'est-à-dire, c'est la value at risk. Donc, si tu veux que je te définisse un peu le concept, peut-être pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire qu'une value at risk de 6,5%, ça veut dire que, alors là, en l'occurrence, c'est 95% le degré statistique. C'est pour ça qu'on le voit ici, VAR à 95% sur un mois. Ça veut dire que, en fait, tu as 95% de chances de faire mieux que moins 6,5 sur une période de 30 jours. D'accord. Tu vois un peu le concept? Ouais. Donc, tu as 95% de chances de faire mieux que moins 6,5 sur une période de 30 jours. Donc, ça te donne comme ça un calibre un peu de ce que tu risques sur une période donnée. En l'occurrence, 6,5% de ton capital sur 30 jours. D'accord. Alors, évidemment, il y a 5% qui traînent. C'est un peu le skew, tu vois, la queue de distribution, l'inconnu, on va dire. Mais si tu regardes si tu regardes les drawdowns, tu verras que le drawdown historique, il tourne toujours à peu près à 10, voire moins. Et tu verras que si on regarde le tableau des mois, tu verras que on est tout à fait dans le... Tu vois, on est tout à fait dans les chiffres. 6, regarde, on a 6, 4,65, moins 3,95. On est toujours à peu près entre 0 et 6, tu vois, que ce soit en gain ou en perte. Donc, si tu veux, on va répliquer ta stratégie, mais si toi, tu trades avec un levier de 100
on n'a pas forcément envie que nous, nos investisseurs, ils répliquent ta stratégie avec un levier de 100. Donc, si tu veux, on va répliquer exactement la même stratégie que toi tu fais, mais sur un risque qui est standard, un risque Ouais, standard. d'accord. Et tous les Darwin vont être sur ce même risque standard, peu importe le levier utilisé par le trader sur son compte propre. Ok. Voilà. Donc c'est ce qui permet aux investisseurs de dire, par exemple, moi je veux mettre du THA, du ERQ et du SYO, au lieu de se casser la tête à faire, tu sais, ce qu'on appelle, tu sais, avec l'efficient de frontière, etc. Je ne me rappelle plus du nom du mec, Markovitch. Hmm. Au lieu d'utiliser ce concept pour jouer, pour faire ton allocation, à savoir un petit peu moins au plus volatile, etc. Là, tu as tous les actifs qui sont sur le même risque-rendement, en tout cas statistique. Et donc, tu vas pouvoir tout simplement allouer la même somme à tous les Darwin. Tu as un portefeuille de 10 000 euros, tu mets 3 300 sur 3 Darwin. Et puis là, tu es bien pondéré, si tu veux. Tu n'as pas besoin de faire des calculs scientifiques. Une petite question, Nicolas. Au niveau, quand on voit par exemple 12,47% là, c'est net ou il y a des commissions de trading, des commissions de courtage, comment ça se passe? Un spread? Alors, les 12,47% par exemple qu'on voit en 2021, Ouais, c'est la performance du Darwin, c'est-à-dire l'indice qui réplique la stratégie du trader. ouais. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, on va avoir, à cause de différents facteurs d'exécution, on va avoir un peu de slippage. Ouais. Et donc, si tu veux, là, c'est du net, c'est 12,47 net, mais sans le slippage. Alors, si tu veux, à la fin de l'année, tu vas peut-être faire 12 ou 11,99 ou 12,15. Tu ne feras pas forcément 12,47. D'accord. Voilà. Donc, après, tout est inclus. C'est-à-dire, dans ce chiffre, tout est inclus. Les commissions, le swap, c'est 12,47, 12,47. D'accord. Voilà. Et D'accord. après, en ce qui concerne les traders, on a des commissions de trading classiques. D'ailleurs, commissions de trading qui sont réduites. Tu sais, on parlait du score un petit peu plus en avant. À partir de 55 de score, en fait, tes commissions sont dégressives. C'est-à-dire qu'entre 55 et 60 de score, on va te donner 20% de cashback sur tes commissions de trading. Et à partir de 65 et au-dessus, tu vas recevoir 40% de cashback sur tes propres commissions de trading. Donc ça, D'accord. c'est ce qui te permet en fait de toujours un peu plus efficace, si tu veux. D'accord. Et donc ça c'est un avantage aussi d'avoir un Darwin sur la place de marché, c'est que finalement, tu vas pouvoir traiter à des commissions extrêmement basses. Moi, je cite pas de marque, mais j'ai souvent, comme tu t'en doutes, affaire à des traders qui ont déjà des comptes de trading chez d'autres courtiers. Et je peux t'assurer que les commissions de trading standards que nous, on donne, déjà, sont très compétitives. Et en plus, si ton indice Darwin est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, tu vas traiter à 40% moins cher que les tarifs de l'industrie. D'accord. Donc, et tout ça en ayant son propre fonds gratuit pour attirer des investisseurs. Ah, mais Donc, c'est-à-dire que moi, si je veux avoir mon fonds, par exemple, est-ce que je suis sélectionné entre guillemets, ou est-ce que ou est-ce que je l'ai automatiquement, ou est-ce que je dois dire à Nicolas, Nicolas, je veux avoir mon fonds. en fait, c'est simple. Soit tu viens avec un historique de trading MT4, MT5 qui a déjà, je sais pas moi, 6 mois, 1 an d'historique. Et à ce moment-là, on va l'importer et tu vas pouvoir créer ton indice immédiatement. Soit, et à partir du moment où il est créé, donc il est, alors là, je pense que lui, il ne traite pas puisque c'est férié, mais si, tu vois, regarde, là, il bouge en temps réel. Donc ça, c'est aujourd'hui. À partir du moment où il est listé, il bouge en temps réel et il est investissable, tu vois, d'un simple clic. Donc là, c'est D'accord. écrit vente parce que j'en ai déjà en portefeuille, mais normalement, c'est écrit achat. Et donc voilà, donc c'est ultra simple.
Et alors, si tu n'as pas d'historique de trading, par contre, il va te falloir 1 mois d'historique, Ouais. simplement. Mhm. Et après, si tu veux, nous, on fait pas on fait pas de sélection en amont. On va laisser n'importe quel trader lister son Darwin. Mhm. Pourquoi? Parce que la sélection, après, c'est une sélection naturelle. Elle va se faire par l'expérience, par la régularité, par la performance. Et évidemment que n'importe quel trader peut s'inscrire, n'importe quel trader peut lister son fonds, mais pas n'importe quel trader va avoir 5 millions sous gestion. Ouais, c'est Tu clair. vois? Mhm. Donc, en fait, si tu veux, c'est une évolution qui fait que certains traders vont sortir du lot et ils vont se faire baquer par les investisseurs et d'autres qui ont peut-être même 2-3 ans d'historique mais qui ne sont pas assez performants, ils auront toujours leur fonds, mais peut-être ils n'arriveront pas à se développer. Mais nous, on ne met pas de barrière à l'entrée. Il nous faut juste 1 mois d'historique, puisque comme je te l'ai dit, la value at risk, la VAR, là, elle est calculée sur 1 mois. Donc en fait, Mhm. nous, on a juste besoin d'1 mois pour pouvoir, si tu veux, calibrer le Darwin par rapport au risque de la stratégie. Une fois que ça c'est fait, il y a un bouton ici, il y a un bouton là qui s'affiche ici sur ta stratégie. Tu cliques et tout de suite, ton indice, il est créé. Tu as juste besoin d'1 mois d'historique. D'accord, ok. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où il est listé, n'importe qui peut investir, Darwinex aussi, sur ton Darwin. Et là, en plus de tes profits personnels, tu toucheras 15% des profits que tu as générés pour les investisseurs, à savoir que c'est payé trimestriellement. Ça, moi, je connaissais pas du tout. Ben, on va tester. Moi, je vais tester et puis je vous dirai un peu régulièrement ce que ça donne. Donc, si ça vous intéresse, je mets le lien sous la vidéo. Et puis, ben, c'était une super interview, Nicolas. On a connu une nouvelle figure d'un amateur pro qui est passé pour travailler avec un broker. Donc super évolution de vie et puis un nouveau produit que moi personnellement je connaissais pas du tout et que qui sonne très très bien comme on va dire en espagnol. Je trouve pas l'équivalent français qui sonne très très bien et moi je vais tester et puis on va voir ce que ça donne. Donc merci Nicolas pour tout hein. Eh ben, écoute, merci à toi pour l'invitation. Et puis, ben oui, je vous invite à tester, puisque de toute façon, vous pouvez aussi tester avec un compte investisseur démo. Ouais. Alors, on ne peut pas le faire du côté trader. Si on veut être trader et lister son Darwin, évidemment, il faut le faire avec un compte réel. Sinon, évidemment, c'est pas crédible. On ne va pas vendre à des investisseurs, par exemple, comme toi. Tu ne vas pas investir sur quelqu'un, je ne sais pas, si tu veux investir, admettons, 200 000 euros, tu ne vas pas investir 200 000 euros sur quelqu'un qui traite en démo. Ouais, c'est Ça clair. n'a pas de sens. Donc, évidemment, pour les traders, c'est compte réel. Mais on peut. Il y a des comptes démo, hein, évidemment, pour tester les instruments, etc. Donc, je vous invite, si vous voulez tester les instruments et différents comptes qui sont disponibles sur Darwinex, d'ouvrir un compte démo pour les traders. Mais on peut aussi l'utiliser en tant qu'investisseur, investir sur des Darwin, tester les filtres, etc. C'est sans engagement. Hein. Voilà. Donc, Ah, super. autant en profiter. Super, super. Bah, encore merci Nicolas. Je rappelle l'actualité de Pépitor. On organise un événement à Barcelone au mois de novembre, 11, 12, 13 novembre. On aura des intervenants. Pas mal sont déjà annoncés, d'autres vont encore venir. Et on sortira le pack complet vers la deuxième partie du mois de juin, en train de régler les derniers petits problèmes avec les hôtels. Voilà, donc merci à tous. Merci Nico. Merci à toi. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous laisse le lien pour aller sur Darwinex sous la vidéo. Merci, ciao à tous. Ciao.